capacité de vivre ensemble doit disparaître. Nous devons transformer les partis en une armée de militants. Aujourd'hui, nous dénonçons une forme de vulgarité dans la façon de prendre des décisions et de faire de la politique de certains cadres dirigeants. Ils persistent dans leurs mésaventures et veulent pousser les bouchons plus loin. Voilà pourquoi je suis prêt à participer à tout ce qui peut être fait ou favoriser les rassemblements de ma famille politique. Et ces rassemblements, bien sûr, ne peuvent se faire que dans un congrès extraordinaire de mon parti, voulu de tous. Chers membres du parti, notre pays est dans une situation extrêmement grave et l'UDPS n'a pas droit à l'erreur. La famille UDPS doit être en ordre de marche. J'ai souvent pensé que la moralité politique consiste dans le courage de faire un choix et il est temps de le faire. Nous devons toujours avoir en tête que dans une lutte politique, il peut y avoir la fin d'un cycle et la réécriture d'un autre. L'UDPS est une grande formation politique et on ne peut pas conduire un si grand mouvement de masse comme l'UDPS seul non plus. L'UDPS, c'est l'union bien sûr, mais l'union n'est pas la soumission. Des trésors nous ont été donnés, chers combattants de la liberté. L'UDPS et son chers cadres du parti. Que constate-t-on aujourd'hui dans les partis? La politique devient divisée pour mieux régner. À ce que je sache, en ma qualité d'initié, on ne limoge pas ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Elle soldera par la victoire de nos adversaires. Bonjour Monsieur Toutou. Oui, bonjour Étienne. Vous venez de la France pour cette rencontre de l'international UDPS. Et la question que j'ai posée à tous les autres intervenants, à quoi sert ce genre de rencontres dans les contextes actuels qu'on connaît à l'UDPS? Oui, écoutez Étienne, c'est comme je l'ai dit dans mon message. J'ai dit, et je me répète, que si il y a des rencontres comme cela, ça sont des rencontres de réflexion. Parce que, c'est comme je l'ai dit tout de suite là dans mon message, l'épreuve à laquelle notre famille politique est confrontée aujourd'hui concerne tout le monde sans exception. Pour cela, nous devons faire preuve à l'attachement des valeurs pour lesquelles l'UDPS a été créé par les pères fondateurs. Vous voyez aujourd'hui cette dégradation volontaire de cette famille politique qui nous unit tous est une circonstance aggravante d'un délit et nous serons tous co-responsables si nous ne mettons pas debout. Les bourreaux du parti veulent supplicier les voix pesantes et influentes. Mais l'UDPS, c'est notre parti, c'est votre parti. Vous lui avez tout donné. Vous lui avez donné de votre talent, de votre courage et parfois de votre sang. Voilà pourquoi nous devons rester au cœur de l'action avec notre valeur ajoutée. Vous me comprenez? C'est pour cela que nous sommes dans l'obligation de pouvoir toujours nous réunir pour trouver des voies et moyens pour pouvoir sauver ces partis du naufrage. Un sursaut des rassemblements pour sécuriter nos valeurs du parti aux textes qui nous régissent, les vrais textes qui sont sortis du congrès de 2010. Plutôt serait le mieux. Vous savez, lorsqu'un parti est confronté à une épreuve, l'amitié, la solidarité, les consensus sont une force pour réagir. Bien sûr, vous pouvez me dire, mais vous êtes tous des comptables, des antivaleurs installés aujourd'hui dans les partis. Bien sûr, mais nous ne laisserons personne. Et alors personne s'emparer de ces partis qui est le fruit de tant de sacrifices du peuple congolais. Nous ne laisserons personne, et alors personne, nuire aux valeurs fondamentales de l'UDPS. Quel qu'il soit, le président du parti soit-il. Vous comprenez? Voilà. Vous pensez être entendu par la masse? Écoutez, nous sommes en train de faire ce travail de recyclage. Vous comprenez? Parce qu'il faut garantir l'exercice des grandes libertés partout et aussi la liberté d'expression partout et pour tout. C'est pourquoi je venais tout de suite là d'inviter tous les peuples de l'UDPS de ne pas baisser la garde et à faire preuve d'une fermeté implacable contre les ennemis de la liberté au sein du parti. Vous savez, la liberté d'expression fait partie des actes fondamentaux des libertés en soi. Notre état d'esprit, c'est d'être attentif afin de barrer, je vous dis, afin de barrer la route
à ceux-là qui peuvent vendre aux enchères l'UDPS aujourd'hui. Ces flatteurs et dogmatiques qui ne peuvent en aucun cas faire triompher les valeurs de ces grands mouvements des masses. Ceux qui croient qu'on a des alliances, ils ont droit sur les autres, ceux qui n'ont aucune considération pour les autres, tous ces gens, nous leur disons une chose, leur place n'est pas dans l'UDPS. Ça, c'est le message que nous transmettons à tous les sympathisants, à tous les cadres, à tous les hommes de valeur de ces partis. L'UDPS doit vite s'élever à ce qu'il a de meilleur. Notre meilleure âme, c'est l'unité. Et pour cela, nous devons nous rassembler pour gagner. Vous savez, nous entendons par-ci, par-là, les uns, je parle des immatures politiques du parti, demander aux autres de quitter l'UDPS comme si l'UDPS était leur seule création. Nous leur disons que l'UDPS n'est pas une nostalgie, mais plutôt une espérance. Voilà pourquoi nous y avons adhéré. Vous et nous. On veut en finir avec les découragements et les dénigrements. Vous savez, notre message aujourd'hui, c'est un message volontariste. Il est combatif. Il est celui de confiance et de volonté. Parce que nous savons que l'UDPS est donc capable de se transformer et nous savons que tous, vous et nous, tous, nous sommes prêts et bien préparés. Parce qu'on sait que nous savons que la seule alternative en 2016, c'est l'UDPS. L'UDPS, notre parti, a tous les atouts, Étienne, pour réussir. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve d'audace. Vous savez, nous voyons ce qui se passe dans les partis. Nous comprenons que l'UDPS a cessé depuis un certain temps d'être un parti démocratique. Mais cette forme de dictature, de proximité installée dans les partis est inquiétante. Cette crise aujourd'hui, installée dans ces partis par les fossoyeurs de l'UDPS, a fait beaucoup de victimes et nous croyons que cela suffit. On est contraint de changer les destins du parti et il est temps que les nôtres aussi changent. Ça, c'est un message volontariste que nous donnons. Nous essayons par la mesure du possible à pouvoir, on les dira comme cela aussi longtemps que prévu. Nous devons transformer ces partis en une armée de militants. Vous savez, ce qui nous rassemble aujourd'hui est plus fort que ce qui nous divise. Voilà, au moins d'une manière brève, ce que je pouvais vous dire en ces temps et je suis très ravi que vous soyez des nôtres et que vous ayez aussi suivi l'évolution des choses comme elles se passent. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, Étienne. Derrière, M. Patrice Kabamba, vous avez mon co-doyen d'Anvers, Sinda Kaluele, qui est honoraire pour la section Flandre. Depuis que l'UDPS, depuis que j'habite ici à Anvers, il aura la parole et peut-être vous le découvrirez dans son entièreté. À côté, vous avez le doyen Mukengela Simon Kalamangomba qui habite à Zélik, mais pour la cause du parti, vous le voyez, il est avec nous dans la salle. Monsieur Toutou Fram qui vient de vous faire vraiment un grand discours ici, qui vient de Limoges, donc c'est la représentation de France, il habite à Limoges. C'est dérangé toutefois qu'on fait appel à notre messe solennelle de l'international. Il est toujours présent pour échanger et pour réfléchir ensemble avec nous. À son côté, vous avez M. Joseph Moulo qui est avec nous ici, je crois. Eh bien, vous aurez la parole et voilà, les présentations sont terminées. Et maintenant, pardon, oui, les hommes les médias sont toujours derrière leur caméra et nous, on les oublie. Étienne Mandou, l'UDPS.be. Donc, je ne saurais même pas comment vous présenter et nous saluons son site, tout ce qu'il fait pour le parti. Eh bien, nous aurons même à discuter sur son site au cours de nos assises ici, puisqu'il y a des petits problèmes de glissement ou de tirement. Nous allons en parler. Etienne Mandou vient de Gand. Il est toujours présent dans nos manifestations pour les interviews et qui peut-être parmi vous, préparez-vous, puisqu'il aura toujours à interroger ceux qui veulent un peu s'apprêter à ces questions.
Voilà, en détail, en attendant les autres qui se sont perdus, que nous dirigeons pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Je remercie les organisateurs de la journée d'aujourd'hui. C'est au nom de l'unité que je me retrouve ici, puisque bon, ce n'est pas pour la première fois que l'international tient ses réunions. Mais bon, peut-être nous étions dans l'endormissement, qu'on ne voyait pas peut-être l'utilité de venir se réunir avec les amis. En venant ici, c'était pour quand même apporter certains éléments et éclaircissements. On m'a présenté ici comme section Wallonie. Bien sûr, j'habite en Wallonie, mais je suis chargé de finances de la fédération. Donc, une précision, peut-être les gens ont suivi comment est née la crise ici. Cette histoire de 400 000 est une réalité puisque nous avons les extraits de compte. Donc, qu'on ne vous trompe pas qu'on est en train d'inventer une histoire, mais c'est une réalité. De deux, je voulais quand même demander à nos aînés, qui certains étaient plus proches de la famille. Aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas proches de la famille. Voilà la difficulté que nous avons dans les partis. Nous, qui peut-être n'avons pas eu la chance d'être proches de la famille, je me sens libre comme un poisson dans l'eau. Je peux tout dire puisqu'ils m'attendaient de rien en retour. Ce sont ceux-là qui nous ont causé plus de problèmes. Ils ont vu beaucoup de choses depuis longtemps. Mais ils nous ont jamais révélé ça. Conséquence, la plupart des gens fermaient les yeux croyant que nous étions dans les bons alors qu'on était dans les faux. Aujourd'hui que ça commence à sortir un à un, voilà là où nous nous retrouvons. Mais si nous voulons sauver l'UDPS, surtout à nos aînés, ceux qui ont perdu leur boulot, ceux qui ont perdu leur bien, faire des réunions, ça va, mais en petit nombre, nous n'avons pas les moyens. Il faut faire que ça soit grand, que ça puisse vraiment sortir, de telle sorte que quand ils entendront, ils auront besoin quand même de nous. Sinon, nous nous réunissons à 2, ici en Belgique, à 3 en France, et ils ont une machine, ils ont des gens, ils ont même des fanatiques qui mettent les moyens. Donc il n'y a pas de salaire, vous contribuez votre argent. Et puis, après, on dit on vous exclut, comme si en vous excluant, vous allez perdre des salaires. Nous sommes en Europe. En Europe, les partis sont contents quand ils gagnent des membres. Mais il n'y a qu'au Congo dans l'UDPS, où depuis que moi je suis dans l'UDPS, je suis entré là-bas trop jeune, tout ce que j'apprends dans l'UDPS, c'est les traites. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, qui est traite et qui ne l'est pas? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Qui était traite et qui ne l'est pas? Et je me rends compte, ça c'est mon dernier mot, que tous ces gens dont on a appelé les traites, les Kibas et consorts, les Ngalo n'ont jamais été traites. C'était la même logique, du fait que du moins ils étaient clairs, c'est comme ça qu'on les a considérés des traites. Mais ils n'étaient pas traites. L'argent, tout le monde touchait l'argent. Tout le monde touchait, je vous dis, j'ai quand même certaines informations, tout le monde touchait l'argent. Il n'y a pas eu de traite. Ce qui nous manquait, c'était le discernement. Et au moment où nous allons discerner, quand, après 30 ans de lutte, maintenant, ce n'est pas notre faveur. Le seul élément qui peut nous aider à être forts, c'est ceux qui défendent les tests, qu'ils se tiennent coude à coude. À ce moment-là, nous allons vaincre. Sinon, nous parlons dans les vides. J'ai dit, je vous remercie. Et basé sur mon expérience personnelle. Vous savez, j'ai été appelé à Dexia pour 3 mois de mission en tant que prestataire de services en informatique. Mais imaginez-vous qu'à Dexia, au lieu de toi, faire 2 générations. La génération qu'il a créée sera même, se termine, etc. Et personne ne peut me contredire. Et de la même façon, et c'est comme ça aussi même au niveau des partis politiques. À partir du moment où vous voulez diriger un parti politique, comme une entreprise familiale, vous êtes soumis aux mêmes règles et vous allez vers l'échec.
parce que les éléments, les membres, ne vont pas se comporter en tant que responsables qui respectent les normes, qui respectent les ordres, qui respectent les projets, les processus et les procédures, vont commencer à y introduire l'arbitraire. Ainsi, les entreprises échouent. Voilà pourquoi dans notre société, nous ne pouvons pas avancer avec des entreprises. Et c'est pour cela que dans nos partis politiques, nous avons des problèmes parce qu'à partir du moment où on intègre cette dimension familiale, le parti politique est appelé à échouer. Aujourd'hui, la crise que nous avons ressort les éléments. Politique, c'est la même chose. Un membre peut être membre d'un parti politique, mais à condition de respecter les procédures, les processus et la discipline. Mais il ne peut pas dire non, ça devient notre propriété, etc. parce que le fondateur. Or, nous savons tous que les fédérations, la manière dont elles fonctionnent, ne permettent pas au cadre de se retrouver et de discuter sur le problème de parti. Or, dans les partis, nous avons les mêmes problèmes, que ce soit ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, etc., etc. Si ces gens rencontrent les mêmes problèmes, alors l'international, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé, parce que c'est au moment où lui tombait malade. C'est né au moment où lui tombait, commençait à fonctionner. Mais dire que l'international, ce sont des gens qui sont opposés. On dit non. Moi, je suis secrétaire fédéral chargé de plan dans la Fédération de France. Chaque cadre a ses responsabilités dans sa fédération. D'accord? Mais ici, on vient seulement pour réfléchir ensemble, partager nos points de vue, nos problèmes et des solutions. Nous n'avons pas de fonction. D'accord? Parce que chacun a sa fonction dans sa cellule, dans sa base. D'accord? Bonjour, M. Kabamba. Bonjour, Étienne. Vous venez de la France, hein? Oui. Dites-nous un mot, à quoi sert ce genre de rencontres dans la situation actuelle que vit l'UDPS? Cette rencontre ne date pas d'aujourd'hui. L'UDPS international, c'est un cadre de réflexion qui est né en 2007, compte tenu qu'à cette époque, l'UDPS extérieur était paralysé, ne tenait plus de réunions. Donc l'UDPS était presque morte. Mais vu cette situation-là, nous avons, nous cadres du parti, membres du parti, nous avons trouvé bon de nous réunir en dehors de nos structures dans lesquelles nous avions des responsabilités, de nous réunir pour trouver des solutions afin de pouvoir dynamiser le parti. C'est ainsi que cette rencontre qui a commencé en 2007 se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc à chaque fois que nous avons des problèmes dans le parti, etc., nous nous retrouvons pour essayer de discuter, de réfléchir ensemble. Parce que c'est tout simplement un cadre de réflexion. C'est une structure informelle, mais c'est un cadre de réflexion qui permet à chaque membre du parti qui peut venir donc pour réfléchir. Dites-nous un peu, quelle lecture vous avez de l'actuelle situation qu'il y a à l'UDPS? L'actuelle situation de l'UDPS est déplorable parce que le grand perdant dans tout ceci, c'est l'UDPS. Si vous remarquez bien, je crois que personne, nous ne pouvons pas être fiers du fait qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple aujourd'hui. Les Congolais sont invités aux États-Unis. Quelle est la place de l'UDPS qui était la fille de l'opposition? Elle est où aujourd'hui? Que pouvez-vous dire aujourd'hui de l'état de l'UDPS? Il n'y a aucun représentant de l'UDPS qui est parti. Monsieur Kabamba, est-ce que ce n'est pas assez difficile, hein? On a l'impression que toutes ces querelles qui concernent les cadres, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe exactement, est-ce que ce n'est pas difficile d'expliquer aux gens, à la masse? La masse n'a pas le temps d'approfondir, de comprendre réellement ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas la grande difficulté d'expliquer tout cela? Effectivement, c'est la grande difficulté donc, pour expliquer les Congolais, donc la masse, sur ce point-là. Parce que la masse n'a pas la même lecture. Parce que la masse ne reçoit pas la bonne information. Parce que la masse, aujourd'hui, la masse
parle d'Étienne Tshisekedi. Mais la masse ne voit pas la crise qui est au sein de l'UDPS. Parce que tout ce que la masse demande, est-ce que le président va bien? Mais c'est le président d'un parti politique. Ce n'est pas un président de la masse, c'est le président d'un parti politique. Est-ce que le président va bien? Est-ce que le parti aussi va bien? Donc voilà. C'est la question que je vous pose. Voilà justement. Mais si le parti ne va pas bien, donc il faut... donc on dit, lorsqu'un enfant est malade, et la terre aussi malade. Vous allez donner priorité à l'enfant qui est malade ou bien à la terre. Donc aujourd'hui, nous avons notre président, à qui nous souhaitons un grand repos. Espérons qu'il va se rétablir bientôt. D'accord? Mais la crise dans l'UDPS est là. Et donc nous devons faire tout pour essayer de trouver la solution à cette crise. Et c'est ça fera aussi la fierté à Étienne Tshisekedi, qui nous a toujours demandé de nous prendre en charge et de résoudre nos problèmes en tant qu'adultes. Très bien, merci beaucoup, M. Kobamba. Ok, merci bien. Dans la région parisienne, combattantes et combattants, cadres du parti à l'extérieur. J'ai été informé d'une façon informelle de votre initiative de vous retrouver un week-end de retraite aux environs de Paris du 17 au 18 février 2007 pour faire le point sur la marche du parti après le processus de transition biaisé et la mascarade électorale qui risque de ramener encore le pays dans un état de trouble. Nous sommes en 2007. Je félicite et soutiens votre initiative. Si cela peut contribuer à remobiliser notre base à l'extérieur, à l'abri de l'arbitraire des tenants du pouvoir au pays et de certains besoins primaires de la vie. Si, à l'extérieur, vous parvenez à vous prendre en charge, en commençant par l'organisation de la base et la mobilisation de financement pour soutenir le parti, vous serez d'un grand apport dans les réflexions, vous permettant de travailler et d'agir en femmes et hommes adultes. Même vous qui vivez dans les pays dits démocratiques, vous faites preuve d'être des orphelins du moutisme, attendant les instructions de la direction politique à Kinshasa, au lieu de vous prendre en charge et d'être les pionniers du changement de la mentalité. Pour comprendre les contextes dans lesquels la direction politique travaille au pays, je vous rappelle qu'après l'ouverture solennelle de la session extraordinaire du Comité national le 2 avril 2005, le pouvoir en place avait donné des instructions aux églises et d'autres gestionnaires de ne pas mettre à notre disposition une salle pour la poursuite de nos travaux. Si, dans la capitale, la direction politique n'est pas en mesure de passer outre mesure toutes ces intimidations du pouvoir, pouvez-vous imaginer les conditions de travail de nos bases en province et leur état d'esprit? Vous devez tenir compte de ces réalités du terrain pour comprendre que sans votre mobilisation à l'extérieur, nous ne pouvons rien attendre de notre peuple terrorisé chaque jour sur le terrain et qui s'est encore replongé dans la peur comme dans les années sombres de la dictature de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila. Il me revient souvent d'entendre que l'UDPS lutte depuis 25 ans sans arriver au pouvoir. Nous sommes en 2007. Cette analyse faussée semble faire oublier les réalités du parcours de cette lutte qui a coûté la vie à de nombreux combattants et dirigeants du parti, dont je vous rappelle les étapes. C'est Tshisekedi qui parle. 1. Duquel... Bien. Il m'avait demandé si je souhaitais donner un petit mot. J'ai dit aucun problème. Que j'allais saluer les amis avant que vous ne commenciez la réunion. Et je suis content que François est là parce que François et moi, on est sur la même longueur d'onde sur la plupart des choses qui se passent dans le parti depuis toujours. Et sur ce qu'on peut appeler la crise actuelle, on est exactement sur la même longueur d'onde. Mon message est très simple. L'UDPS, c'est un parti qui a 30 ans, 33 ans. Et c'est un très grand parti qui a été créé avec une vision au départ. Les pères fondateurs avaient une vision très claire de ce qu'ils voulaient et une vision très claire de ce contre quoi ils agissaient. Et cette vision semble se perdre aujourd'hui dans le chef des gens qui sont à la tête de la direction politique. Et nous devons rétablir cette vision de départ. C'est ça la chose vraiment essentielle.
Et cela passe évidemment par... ça, c'est un peu ma vision globale. Retrouvons secrétaire fondateur de l'UDPS en Éthiopie, un parti politique qui combattait les valeurs, un parti politique qui voulait établir un état de droit au Congo, un parti politique qui, dans son essence, se voulait national et c'est en ça qu'il était très attractif, parce que la plupart des gens qui ont adhéré ont vu le visage de la nation. Et l'UDPS a encore ce visage de la nation. Mais ce visage est en danger parce que la famille du président actuel, pour être juste, c'est pas toute la famille, mais certains membres de cette famille, certains de ses enfants, certains de ses fils, sa propre épouse aussi, sa sœur, on pense que le parti est là pour montrer que le président ne va pas bien. À la fois les images qu'on a vues en public, et puis sa façon d'agir, ce n'est plus le même Étienne Tshisekedi que nous connaissons. Et très clairement, il est malade. Une menace a été détectée. Peut-être physiquement, mais peut-être aussi mentalement, ce n'est plus la même personne. Nous tous sommes vieillis, hein. Donc nous gardons un respect énorme pour Étienne Tshisekedi. C'est un grand nom qui nous a guidés. Mais son héritage risque d'être dilapidé. Son héritage politique risque d'être dilapidé par l'irresponsabilité de son fils et de sa femme. Et nous devons faire échec à ça. Il est clair que la direction politique, avec le secrétaire général actuel, s'est effondrée complètement. Il n'y a plus aucune réunion de la présidence, il n'y a plus rien qui se passe. Et le parti doit être reconstruit de la base vers le sommet. Ça veut dire que nous n'avons plus accepté de toute façon le congrès passé avait donné un mot d'ordre clair à ce sujet. Il y avait des dispositions transitoires. Et puis la situation est telle qu'on ne devrait plus accepter des changements intempestifs qui sont faits simplement parce que mouillés par le désir d'une fraction de la famille biologique du président de contrôler le parti. Nous ne devons plus accepter ça. Pour le moment, la seule chose que nous devons faire, c'est réorganiser le parti à partir de la base. Et la plupart des fédérations étant intactes, il faut vraiment que nous activions le mécanisme statutaire qui permet aux tiers des fédérations de convoquer un congrès. Et je crois que les statuts n'interdisent pas ce que dans un cas exceptionnel, ce tiers convoque ce congrès sans s'en référer au président. Parce que de toute façon, c'est une circonstance extraordinaire. Le président, de toute apparence, ne va pas bien. Et au sens juridique du terme, j'ai l'impression que ce serait irresponsable de notre part de lui confier la tâche de convoquer ce congrès pour le moment où les choses du parti semblent être contrôlées par un réseau que lui ne contrôle plus. Donc, moi, mon message principal est celui que notre fédération ici a déjà lancé. Notre fédération s'est réunie et a demandé à ce que on organise un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais. Une menace a été détectée. Parler de août ou de décembre, ce serait de l'irresponsabilité. Pour nous, le congrès Une menace doit a avoir été lieu. détectée. Ce tiers-là s'auto-organise un agrénium qui convoque le congrès et met sur pied un petit comité d'organisation. De toute façon, nous savons maintenant comment ces choses s'organisent, etc. Ça va aller très vite. Et on cherche le financement pour ça et on organise le congrès. Et le congrès aura comme une des tâches principales de préparer le parti pour les échéances à venir et surtout de remettre sur pied la direction politique parce qu'il est complètement effondré. C'est vraiment insulter la mémoire fondateur, la mémoire des gens qui ont souffert au début du parti,
Je pense à tous ces gens, des gens comme Mountoutou. Je ne pense pas que Mountoutou ait souffert moins que les fils de Tshisekedi. Il a souffert beaucoup plus que les fils de Tshisekedi. Je suis désolé de le dire. Par respect pour tous ces gens, nous n'avons pas le droit de dilapider leur héritage politique en nous asseyant, en voyant le parti être traîné dans la boue par une clique de gens derrière le président de manière irresponsable. Non, nous n'allons pas accepter ça. Et c'est très important que nous prenions nos responsabilités en main, nous tous, et que nous nous auto-organisions. Et dans les fédérations où la direction s'est aussi effondrée, est devenue une machine familiale, détectée. Que les membres se prennent en charge. Ils organisent une grande assemblée générale des membres et désignent des gens pour participer à l'organisation du congrès. Nous n'allons plus tolérer que des apparatchiks familiaux puissent vouloir s'accaparer la machine du parti. Ce serait intolérable. Donc c'est ça un peu mon message principal. Et il rejoint ce que la plupart de nos amis veulent. Hein. Et voilà. Et contribuer à la vie de l'ensemble avec leur réflexion. Puisque le fait de rester à l'écart, justement, contribue à ce mal qui est en train de se faire. Et on laisse la place aux autres qui se croient des ayants droit et qui pensent que ça devient une annexe, le parti devient une annexe dans la famille, dans la parcelle familiale. Et ça va continuer comme cela. Et il faudra mettre fin à ça. Oui. Justement pour vous compléter, oui. Lorsque nous avons l'international été né, Pierre Mukendi était président sectionnaire. Oui, moi j'étais président cellulaire. M. Makolo était chargé des finances de la fédération. Et d'autres cadres, des représentants, Maurice Kikangala et les autres, donc tous avaient des responsabilités. Mais est-il que lorsque nous avons continué, on va jusqu'à la base, on trouve toujours qu'il y a toujours un membre de la famille qui se met dans le groupe. Et pour le Cérépro, c'était Chilombo qui est maintenant Chilombo Marcelo. Qui torpillait le travail de Cérépro. Oui. Et maintenant, sur Internet aussi, il torpille beaucoup. Oui. Donc, il s'est dit qu'on va pas ce qui s'est fait maintenant, c'est déjà vu. Donc, c'est quand on veut redresser le parti que les gens créent des structures pour décourager ceux qui travaillent pour le compte du parti. Docteur, avant que vous preniez la parole. Ma famille qui sont nommées. Oui. Et les gens comptaient beaucoup là-dessus. Ah non, comme on a nommé certains membres de la famille du docteur, ça sera fini. Hein? J'ai pris position. Je sais pourquoi je me suis engagé dans ce combat. Et cette organisation doit triompher. Je ne me suis pas engagé dans cette organisation, dans ce combat, pour la famille. Un membre de ma famille qui veut être membre de l'UDPS, tous mes enfants, tous les membres de ma famille, mes frères, mes soeurs, là où ils ont des cartes de membres. Ils doivent participer à des cotisations, ils doivent participer aux activités du parti, comme tout le monde. Ils ne doivent réclamer aucun privilège, aucun droit, etc. ou s'immiscer sans raison dans la vie de l'organisation. Hein? Quand quelqu'un m'a posé la question, Étienne m'a posé la question à Liège, mais vous là, quelqu'un qui a téléphoné de France, il m'a entendu dire, citer les martyrs qui sont morts, qui sont nombreux. Il m'écoutait, mais il m'a dit, mais vous là, docteur, vous êtes le martyr d'Étienne Tshisekedi. Et je lui ai dit, je voudrais rectifier quelque chose. Moi, je suis engagé dans ce combat, d'abord par fidélité à mon père. Hein? Je ne suis pas engagé dans ce combat par fidélité avant toi, Étienne Tshisekedi.
Mon père est l'un de ceux qui avaient lutté pour l'indépendance, qui écrivait dans le journal Kourousse, etc. Et l'indépendance est arrivée. Mon père est l'un de ceux qui sont morts frustrés en voyant ce que l'indépendance nationale était devenue. Et il souhaitait toujours que parmi ses enfants, qu'il y ait quelques-uns qui puissent poursuivre son combat. Et quand il m'a vu entrer en médecine, il était encore déçu, etc. Jusqu'en 1980, il disait, mais pourquoi ne pas faire les études? Je ne dépends de personne. Je vais lui dire, non, je ne dépends pas de vous. Je suis membre cadre de l'UDPS. Je ne dépends pas de vous. Vous n'avez pas à me donner les ordres, les commandements au nom de la famille. Ils disent même, oui, mais le docteur là est membre de notre famille. Pour moi, ça ne compte pas ça. Donc, ça, c'est un point très important. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le problème des textes. Quand nous sommes dans ce parti, nous devons avoir des raisons de participer à des manifestations contre les révisions, les tripatouillages constitutionnels. Nous devons avoir des raisons de condamner ceux qui sont au pouvoir, qui font n'importe quoi